Joachim va-t-il s'en sortir? Depuis son licenciement, il lie son sort à celui de la France. Au début de la pandémie, à ceux qui s'apitoyaient sur lui, il disait « On est tous dans la même galère ». Un an plus tard, il sait que son destin est toujours connecté à celui du pays, mais le danger n'est pas seulement sanitaire, la menace politique se précise. Le Covid mondial et le code du travail néolibéral ont conditionné le morveux velléitaire qu'il a viré. Les mêmes déterminismes pèsent sur son avenir, malgré les vaccins. L'efficacité globale à long terme de la vaccination n'est pas encore établie et personne n'a trouvé, ni cherché, un vaccin contre le capitalisme destructeur de la planète. Surtout, dans la fureur des temps et d'une société déboussolée, le péril fasciste se dessine de plus en plus clairement. Cette société nauséabonde qui semble en train de prendre le dessus, Joe la connaît déjà bien, il en a été victime. Les traîtres et les lâches qui l'ont jeté du train en marche. Ils sont tous là, prêts à se prosterner devant leur nouveau maître, Rovelli, qui certes a des copains arabes mais surtout des copains policiers. La grande Frida, si maternelle, ayant vraiment l'âme d'une dénonciatrice. L'abjecte Faustine qui a la fausseté des plus sournoises des lettrices. Chiotten étant qu'un couard qui représente parfaitement les fiers imbéciles qui se réjouissent du malheur de ceux dont ils sentent confusément qu'il les surclasse. De parfaits petits collabos de l'ordre dominant, quel qu'il soit. Cela ressort par exemple d'une communication de Joe avec son avocat. Concernant l'entretien préalable, il m'est revenu une formule employée par le directeur du genre « Il ne se passe pas une semaine, ou il ne se passe pas un jour, sans que quelqu'un me dise « Joachim n'a pas fait ci, Joachim n'a pas fait ça », d'où la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une fois de plus, il ne donne pas d'exemple précis, même si je ne doute pas que certains ont fait des reproches concrets. Cela pose quand même question. Que les membres de la rédaction aient des plaintes à faire à mon sujet, je peux le concevoir. Mais que peuvent bien avoir à dire les autres employés de l'entreprise? Certes, nous sommes en interaction, notamment avec l'atelier de fabrication, et le travail de l'un interfère sur le travail de l'autre et vice-versa. Mais faut-il en déduire que pour cette famille d'enfoirés propriétaires de presse, c'est la somme des employés qui détermine le contenu du travail qui incombe au rédacteur en chef? Il n'y a pas une seule personne travaillant chez eux, à la rédaction ou dans les autres services, dont je n'ai pas relevé des insuffisances professionnelles parfois graves. J'ai essayé de corriger directement, j'ai souvent compensé pour que le journal n'en souffre pas, j'ai le cas échéant signalé les problèmes aux personnes concernées mais je ne suis jamais allé me plaindre au directeur. J'ai l'impression que je suis le seul dans ce cas. Mon sentiment, c'est que le directeur n'a pas dissuadé mais encouragé et même entretenu cette forme de délation chez les autres. Et ils ne s'en sont pas privés, à mon sujet, quand moi je l'ai préservé par ma réserve. L'avenir qui se profile pour Joe, travaille chez un libraire à mi-temps, écrivain public au sein d'une association en complément. Il aurait préféré un temps plein en pleine nature. Joachim est rousseauiste depuis sa tendre enfance. Normalement, ce n'est pas un penseur que l'on découvre si jeune mais le hasard a mis ce déterminisme très tôt dans son parcours. Joe a effectué le dernier trimestre de sa scolarité en primaire dans le massif voisin du Vercors, chez ses grands-parents, son père ayant dû être hospitalisé pendant plusieurs mois et sa mère, qui n'avait pas le permis de conduire, se débrouillant pour aller régulièrement au chevet de celui-ci. Joe avait été mis en pension. Il avait apprécié de se retrouver dans le village natal de son père, de dormir dans la même maison où ce dernier avait grandi et de se rendre dans la même école que la sienne. Par chance, les élèves auxquels il se joignait momentanément devaient participer au tournage de ce qu'on appellerait aujourd'hui un biopic sur Jean-Jacques Rousseau. En réalité, c'était plutôt une œuvre sur les dernières années de l'écrivain. Joe fut donc enrôlé parmi les figurants dans ce décor naturel du Vercors où le cinéaste suisse, Claude Goretta, avait choisi de planter ses caméras pour plusieurs scènes, avec François Simon dans le rôle titre. Joachim a toujours su que son penchant pour l'écologie contemplative, né de ses observations des insectes sur les chemins buissonniers de Chartreuse, avait commencé à se structurer pendant ce tournage dans le Vercors. Il dirait plus tard qu'il avait eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie. Dans son imaginaire, le philosophe genevois aurait pour toujours les traits du comédien, également genevois, lui apprenant à siffler en soufflant dans une herbe sous l'œil du réalisateur natif lui aussi de Genève. La beauté de la nature, la nécessité de protéger l'environnement ne cesseront jamais de guider la conscience politique de Joachim, tout en l'ouvrant aux notions de liberté, de démocratie directe, de misère de l'appropriation et à tous les thèmes explorés par le philosophe des Lumières. Son grand-père est parti quand Joe était au lycée mais l'ancien maquisard a eu le temps de lui raconter le Vercors libre, la proclamation de la République à Saint-Martin, le massacre de civils à Vassieux, l'exécution d'otages à la Chapelle.
Joachim pense avoir peut-être trouvé la solution à son énigme personnelle, entre déterminisme et liberté. Je suis déterminé par mes gènes, ma famille, mes amis, mon parcours, mon caractère, mes échecs et mes réussites, etc. Par tout cela et par beaucoup d'autres éléments qui m'échappent, je suis déterminé à être et rester libre. La liberté est dans sa nature.